Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle parenthèse gourmande. Allez, un petit moment de culture tous ensemble. C'est une parenthèse qui a été créée vraiment pour enrichir vos connaissances et pourquoi pas le replacer dans un dîner mondain ou dans un concours. Allez, on est parti. Aujourd'hui, on va parler de la meringue, du Bloody Mary, de Marie-Antoine, dit Antonin Carême. Alors, c'est parti avec la meringue. Donc, la meringue, c'est une pâtisserie qui est très légère et très fine composé uniquement de blanc d'œuf et de sucre. On peut des fois y ajouter un peu d'acidité avec du citron. Donc la meringue possède une petite coquille dure à l'extérieur, mais une fois qu'elle est craquelée, on découvre un mousse savoureux à l'intérieur. Donc la meringue a été créée en 1720 par un pâtissier d'origine suisse, Casparini, dans une petite ville allemande du duché de Saxe-Cobourg-Gotha du nom de Meringen. Le roi Stanislas consomme en France, dans la ville de Nancy, les premières Meringen à la crème. Selon certaines hypothèses, cette meringue s'accompagnait déjà très bien avec de la crème chantilly. On retrouve aujourd'hui en Suisse cette association de meringue qui est cuite à cœur avec de la double crème. Pas très léger tout ça. Plus tard, Marie-Antoinette partagea son goût pour le mariage de crème et de meringue. Elle aimait tant cette association qu'elle fouettait elle-même la crème pour la déposer sur les vacherins. Alors pour cela, elle n'hésitait pas, évidemment, on le sait tous, à revêtir son costume de paysanne qui était très tendance à la cour de Versailles. Puis, sous l'Empire, le célèbre pâtissier Marie-Antoine, donc on va en parler, dit Antonin Carême, imagina les grosses meringues montées et couchées en couronne. Elles étaient à base d'amandes et de miel. Au fil du temps, la meringue évolua avec l'apparition des poches à douille que vous pouvez voir à gauche, en haut, ainsi que des fouets dont la manière a eu une influence sur la consistance des blancs. Aujourd'hui, la meringue reste évidemment incontournable de la pâtisserie française. Sous toutes ses formes, elle vient couvrir une tarte au citron meringuée, que vous pouvez voir après à gauche, ou pourquoi pas une omelette norvégienne. Elle est là aussi la base du macaron quand elle est associée avec de la poudre d'amande. Le vacherin, mon dessert préféré, et le merveilleux, je ne sais pas si vous avez déjà goûté, c'est absolument merveilleux pour le coup, ne peuvent pas évidemment se passer d'elle. La pavlova, j'adore aussi, association de meringues craquantes et moelleuses, de crème chantilly et de fruits frais, contribue à lui redonner aujourd'hui ses lettres de noblesse. Allez, on parle maintenant du Bloody Mary. Donc, c'est de la vodka, du jus de tomate, du céleri, du citron et des épices. Donc, voilà les ingrédients principaux de ce cocktail qui apparemment serait né en 1921 au Harry's New York Bar de l'esprit du barman Ferdinand Petiot. Donc, c'est un cocktail classique qui est en direct au niveau de l'élaboration dans un tumbler sur glace avec stick et paille. En fonction du goût qu'on souhaite, plus ou moins épicé, on va pouvoir y rajouter de la sauce anglaise, du tabasco évidemment, du poivre et du sel de céleri. Et puis après, en décoration, on va y rajouter une branche de céleri et une tranche de citron si on le souhaite. Donc le Bloody Mary, donc qui est véritablement, enfin littéralement euh, traduit par Marie la Sanguinaire, qui est le surnom donné à Marie Tudor, qui est la reine d'Angleterre de 1553 à 1558 et qui est restée malheureusement célèbre pour les massacres qu'elle a commandités contre les anglicans en tentant de restaurer le catholicisme en Grande-Bretagne. Le Bloody Mary est tellement connu qu'il en existe des dizaines de déclinaisons, donc sans vodka évidemment pour un Virgin Mary, avec du rhum pour un Bloody Pirate, du scotch pour le Bloody Scotsman, du sherry pour le Bloody Bishop, de la tequila pour le Bloody Matador ou du saké pour le Bloody Gaïcha. Alors, on va continuer avec et terminer avec Marie-Antoine Carême, dit Antonin Carême, qui est un pâtissier et un chef français né le 8 juin 1783 à Paris et il décède le 12 janvier 1833.
Donc en fait, il est surnommé le roi des chefs et le chef des rois. Il est le premier à porter cette appellation de chef. À 13 ans, la chance va lui sourire. Il entre comme apprenti chez le pâtissier Sylvain Pailly, qui est l'une des meilleures maisons de Paris. Antonin, va apprendre très vite. Il va devenir premier tourtier et il va se lancer dans ce qui va faire sa gloire, des pièces montées qui sont très tarabiscotées, avec, qui sont splendides aussi, mais aussi compliquées, avec des compositions à base de pâte d'amande, de nougatine et évidemment de pâtisserie. Il va après entrer au service du ministre Charles Maurice de Talleyrand à Paris. Donc, entre le diplomate et le cuisinier vraiment se nouer une vraie complicité. Talleyrand incite Carême à développer une nourriture plutôt raffinée à base de légumes et de produits de saison. Il était vraiment avant-gardiste. Donc, Carême va devenir une véritable star des fourneaux. Il est le premier à se faire appeler chef et publie de nombreux livres qui deviennent vraiment des best-sellers. Lorsque l'Empire s'effondre, Carême est demandé partout. Il va devenir un vrai cuisinier nomade à la cour du tsar Alexandre Ier, chez le prince régent anglais, qui va être le futur Georges IV, puis à Vienne, près de l'empereur d'Autriche François Ier, et enfin dirige un temps les cuisines du banquier James de Rothschild à Paris. Donc, chez Lord Stewart en Autriche, il va inventer la toque, qui est un couvre-chef plus décent que le bonnet en coton, en fait, qui était à l'époque porté dans les cuisines. Voilà, cette pause est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une autre parenthèse gourmande. Et je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Au revoir.